Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Parlons Placement dans les conditions que vous connaissez, confinées, mais ça ne nous empêche pas, au contraire, d'échanger et d'interagir. On a eu la chance de recevoir beaucoup de vos questions, on vous en remercie. C'est très intéressant de pouvoir essayer d'y répondre le plus directement possible. Alors, une émission en 3 parties, vous en avez l'habitude, on va s'intéresser bien sûr à l'investissement sur les marchés financiers. Est-ce qu'il faut profiter de ce trou d'air malgré le brouillard et le peu de visibilité actuelle? Comment est-ce qu'on peut essayer de profiter de l'investissement dans le secteur de la santé qui, assez logiquement, répond favorablement à ces enjeux que nous traversons? Et puis, on s'intéressera aussi en troisième partie, en recevant un invité, aux SCPI qui sont spécialisés justement dans les EHPAD, les cliniques, et qui s'intéresse en particulier à l'essor de cette demande sanitaire. Voilà, on va commencer tout de suite l'émission en retrouvant Jonathan Lévy, comment investir en bourse quand on est dans le brouillard. Jonathan? Oui, Bonjour bonjour. Jonathan. Bonjour à tous. Bienvenue, heureux de vous retrouver. On a beaucoup de Aussi. sujets à aborder ensemble concernant les marchés financiers avant de répondre aux questions qui étaient nombreuses, je le disais. Déjà, qu'est-ce que vous avez observé depuis un mois sur les marchés? Qu'est-ce qui a retenu votre attention? Ce qui retient mon attention, c'est que les marchés se tiennent relativement bien. Et c'est là un peu le paradoxe. Et beaucoup de nos clients qui se posaient la question à un moment donné d'investir lorsque le CAC était au plus bas, à 3600 points, nous disent à 4500 points que là, peut-être que les marchés sont un petit peu chers pour rentrer dessus. Le CAC 40 a baissé par rapport au plus haut de 24% à ce soir, mais il a bien rebondi par rapport au plus bas. Donc, est-ce qu'il n'est pas trop tard pour rentrer? Comment est-ce qu'on explique ce rebond? Est-ce que c'est justement le soutien des banques centrales uniquement qui justifie celui-ci? Oui, ça c'est évident que c'est un facteur de hausse de marché qui est ultra puissant. J'en avais parlé déjà la dernière fois, il y a un mois, et depuis que j'en ai parlé, les banques centrales ont accéléré en fait les politiques monétaires. Elles étaient accommodantes, très accommodantes. Elles sont ultra accommodantes. Elles agissent comme des pompiers en fait, hein. Elles éteignent le feu partout dès qu'il apparaît. La Fed, par exemple, aide les TPE, aide les PME, aide toutes les entreprises qui ont des difficultés de trésorerie. Elle achète des obligations d'État, des obligations privées. La Banque du Japon a dit hier, avant-hier, que dorénavant, elle n'aurait plus de plafond pour acheter des dettes souveraines. Jusqu'à présent, les banques centrales donnaient des plafonds, je vais acheter X milliards de dollars sur les marchés tous les mois. Là, elle a dit qu'elle n'aurait plus de plafond, qu'elle pouvait acheter autant qu'il fallait pour soutenir les marchés. Donc ça, c'est évidemment un facteur très puissant. Est-ce que c'est pas ça justement qui donne cette impression de décorrélation entre l'économie réelle et puis justement les marchés financiers qui vivent un peu dans leur petit nuage? Alors, pas seulement. Je pense qu'il y a un autre élément qu'on oublie en fait en temps de crise, parce que lorsqu'on est un investisseur, et en général un investisseur particulier, en fait, on se fonde sur l'image qu'on a de l'économie réelle. Et l'économie réelle est en train de tomber. On le voit bien, elle est complètement arrêtée. On a eu des chiffres sur la zone euro qui sont complètement hallucinants. L'économie est à l'arrêt, en fait, hein. Donc, on s'attend à une baisse beaucoup plus marquée du PIB que ce qu'on disait il y a un mois, 2 mois. On parle maintenant d'une baisse du PIB de 7,5%, par exemple, pour la zone euro. C'est des chiffres sur un trimestre qui sont jamais vus. Alors pourquoi ne pas en tenir compte? Mais par contre, la bourse, en fait, et c'est vrai pour toutes les crises qu'on a connues dans le passé, la bourse anticipe le rebond de l'économie réelle. La bourse démarre avant même qu'on ait le creux sur l'économie réelle. C'était encore vrai lors de la précédente grande crise. Je me rappelle la crise des subprimes, qui était une crise de type systémique, donc très grave aussi. Eh bien, à ce moment-là, la bourse avait rebondi à partir de mars 2019, alors même que l'économie réelle était encore en train de s'effondrer. Et le point bas de l'économie réelle est se situer à peu près à l'été 2009. Et là, c'est pareil. On pense que
le point bas de l'économie réelle, de la chute de l'économie réelle, va être cet été. C'est ce que pensent les marchés, peut-être qu'ils se trompent. Et donc, ils anticipent déjà le rebond. Ils ont une vision à 2-3 trimestres. Ok. Un commentaire sur le pétrole avec cette chute spectaculaire du prix du baril également. Ça, effectivement, c'est lié à la fois à la demande qui en nette baisse. Les pays pétroliers, producteurs de pétrole qui ont eu du mal à s'entendre, donc qui n'ont pas envoyé un message très clair au marché. Jusqu'à présent, ils disaient, on voyait dès qu'il y avait une baisse des prix, on voyait qu'ils baissaient les quotas. Là, il y a eu des désaccords assez profonds entre la Russie, l'Arabie Saoudite et puis les États-Unis, qui est devenu un grand acteur dans la production de pétrole. Donc ça, Mais c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous, parce que là aussi on voit un peu tout et son contraire. Est-ce que c'est plutôt une bonne nouvelle ou une moins bonne nouvelle que le pétrole soit aussi peu cher? Bah, il y a les deux aspects. Il y a un aspect qui est très favorable pour les consommateurs. Donc, c'est un facteur de soutien macroéconomique. Ça redonne du pouvoir d'achat. Par contre, si les prix vont trop bas, ce qu'il faudrait pas, c'est qu'il y ait des entreprises qui fassent faillite. Il faudrait pas que des entreprises importantes du secteur pétrolier, parapétrolier, soient dans de telles difficultés qui se cumulent à la crise du Covid, qui fait qu'on ait des faillites. Et là, il peut y avoir en chaîne des faillites du secteur, des faillites bancaires, parce qu'il y a beaucoup de banques qui ont prêté massivement à ce secteur. Et là, ça peut devenir plus grave. D'accord. Alors, vous nous avez apporté un graphique qu'on découvre ensemble. Pourquoi ce graphique? Qu'est-ce qu'il traduit? Alors, justement, que faire dans la période actuelle? Parce que d'un côté, on se dit, les marchés ont l'air hauts, on l'a dit tout à l'heure, par rapport au contexte économique. Même si on anticipe une reprise à partir de l'été, de septembre, on n'est pas non plus à l'abri qu'il y ait une deuxième crise du Covid-19, Covid-20, non, qu'il y ait un retour de bâton, qu'on soit obligé de retourner vers un confinement. Ça, pour l'instant, les marchés l'excluent complètement. On n'exclut pas non plus sur le plan économique qu'il y ait des entreprises importantes qui fassent faillite, malgré les efforts d'État, les efforts des banques centrales. On a vu aussi le chômage remonter structurellement, alors qu'on a tout fait pour éviter que ça arrive. Vous voulez qu'il y ait du chômage conjoncturel, mais pas structurel. Donc, il est possible qu'on ait un petit retour de bâton sur l'économie, que l'économie remonte moins vite que ce que les marchés anticipent. Donc, c'est en ça qu'on est dans le brouillard. Les marchés ont remonté en faisant l'hypothèse que ça allait bien dès le mois de septembre, mais imaginons qu'ils soient déçus. Eh bien, que faire? Aujourd'hui, en fait, nous, on considère qu'il faut investir dans les valeurs dites de croissance. C'est quoi des valeurs de croissance? C'est des valeurs qui présentent une croissance de leur chiffre d'affaires, une croissance de leurs résultats qui soit solide et qui soit plus ou moins indépendante de la conjoncture économique. Et là, en fait, c'est intéressant d'aller capter cette croissance, quel que soit le moment, qu'on soit en crise ou pas en crise. Ces boîtes apportent une réponse à la société et donc vont en profiter quoi qu'il arrive. Donc c'est ça, hein, vous nous donnez des exemples de fonds d'investissement qui essayent de capter en effet cette croissance. Voilà. Alors nous, pour vous donner un petit peu une idée, pour illustrer ça, on a réparti les fonds de croissance selon 4 catégories. Alors d'abord, il y a les fonds généraux qui misent sur toutes sortes d'entreprises qui jouent la croissance. Alors c'est des fonds internationaux qui investissent dans le monde entier. Si vous prenez le CAC 40 est à faible composante croissance. Donc ça, c'est un des écarts qu'on a sur la performance de ces fonds par rapport au CAC 40. Le CAC 40 est très en retard. Vous voyez, si vous prenez la performance sur un an ou la performance sur 3 ans, par rapport à tous les fonds qui sont listés ici, le CAC 40 est très en retard. L'explication, c'est qu'il y a peu de valeur de croissance dans le CAC 40. Donc, si vous voulez jouer la croissance, vous devez aller à l'international. Ça, c'est incontournable. Donc, c'est des fonds qu'on met en avant ici, comme Just Growth World et Chiqui World Equity Growth. Vous voyez les performances, elles sont très bonnes, que ce soit sur un an ou sur 3 ans. En tout cas, elles peuvent être négatives sur un an pour Chiqui World Equity Growth, -6, mais par rapport à un marché qui a fait -21, en relatif, c'est une bonne performance. On a mis à côté le Max Drawdown, qui est un indicateur de risque. Le Max Drawdown indique la plus forte correction qu'a
connu le fonds sur 3 ans. Le CAC 40 a connu une correction au mois de février, mars à avril 2020 de près de 40%. Et donc, tous les fonds qui sont présentés ici ont connu une correction plus faible que celle du CAC 40. Donc, ils présentent une performance plus élevée et en même temps, ils présentent un risque plus faible. Donc, ça, c'est pour les fonds généraux, donc, qui sont vraiment internationaux. Et en particulier, en fait, il y a une forte concentration des États-Unis. Et ça, c'est important de noter parce qu'on pense réellement qu'aux États-Unis, on a une économie qui est plus résiliente et en même temps qui peut repartir plus vite en cas de rebond de l'économie. Donc, on va jouer cette carte. Après, il y a des fonds qui sont liés ce qu'on appelle les très grandes capitalisations. Les fonds de très grande capitalisation. Attends, parce que le temps tourne. Donc, en effet, on a grande capitalisation et puis des thématiques comme Artificial Intelligence ou Big Data. Je ne vois pas la santé. Il y a beaucoup de questions qui nous arrivent sur le secteur de la santé, justement. Alors, le secteur de la santé, on l'a pas mis dedans. Là, on a mis plus en avant, en fait, les secteurs liés à la nouvelle économie, liés à une nouvelle technologie, nouvelle économie. Mais en fait, en réalité, ces fonds-là investissent souvent dans des acteurs de la santé. Pourquoi? Par exemple, les fonds d'intelligence artificielle. Vous savez comment ça marche, c'est des programmes qui essayent de répliquer, de simuler en fait le raisonnement, le cerveau humain. Et il y a de plus en plus d'utilisation d'intelligence artificielle dans la santé. Donc, on va jouer la santé au travers de ces fonds. Il y en a dans tous les fonds qui sont présentés ici. Il y a des fonds pharmaceutiques, biotechnologie ou sur les services liés à la santé. Et alors justement, hein, ça fait une bonne transition avec la deuxième partie, parce que Vincent va nous parler en particulier de cet investissement dans la santé. Merci beaucoup, Jonathan, pour ces explications. Il y avait plein de questions qui sont arrivées sur les marchés financiers que j'ai pas eu le temps de vous poser malheureusement, mais vous ferait un plaisir d'y répondre en direct par mail à toutes ces questions qui étaient beaucoup orienté sur le secteur de la santé. Merci Jonathan, on se retrouve très bientôt et puis en attendant, portez-vous bien. On va passer tout de suite justement avec Vincent à la façon et aux stratégies qu'on peut déployer dans le secteur de la santé.